La parole est à Monsieur Asensi. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente, mes chers collègues, Monsieur le Ministre, vous allez entendre une autre musique, celle des députés communistes et du Front de gauche. La situation budgétaire de la France et de l'Europe sont indissociables. Partout sur le continent, les politiques d'austérité sont en échec. La France ne fait pas exception, croissance atone, emploi en berne, aggravation des inégalités, baisse de la dépense publique et baisse des dotations aux collectivités territoriales. La réévaluation de la croissance du PIB autour de 0,2% au lieu de 0,8% annoncée démontre que l'austérité renforce la crise. Elle prive les États des moyens budgétaires indispensables au redressement de leur économie, à la relance par la consommation et par une politique industrielle volontariste. Le budget de la nation est amputé de 10 milliards d'euros pour offrir 20 milliards d'euros de crédits d'impôt aux entreprises. Comment accepter que l'on sacrifie des dépenses utiles pour offrir des cadeaux aux entreprises, essentiellement les plus grandes, sans aucune garantie sur la relance de l'économie ou leur effort de recherche et d'investissement? En lançant un audit sur un périmètre de 55 milliards d'aides aux entreprises, le gouvernement reconnaît d'ailleurs le manque de contrôle et d'efficacité de ces sommes. C'est d'autant plus injustifiable qu'un nouveau plan de rigueur qui ne dit pas son nom se prépare avec à la clé 4,4 milliards d'euros de coupes budgétaires pour les collectivités territoriales. Ces choix économiques contestables se retrouvent au niveau européen. Je regrette l'impuissance du gouvernement à infléchir les orientations libérales européennes promues par Londres et Berlin. Le budget pluriannuel 2014-2020 de l'Union européenne est en effet marqué du même sceau de l'austérité. Cet acte politique majeur échoue à donner une orientation ambitieuse pour l'Europe en matière de politique économique, d'investissement public et de politique de solidarité. Pourtant, ce débat prend une dimension particulière au regard du contexte. La précarité, le chômage, la pauvreté et les inégalités ne cessent de progresser. 120 millions de personnes sont menacées de sombrer dans la pauvreté ou d'exclusion sociale en Europe. Malgré l'urgence, la Commission européenne et le Conseil européen sont restés sourds aux besoins des peuples. Sans projet ni vision d'avenir, l'Europe comptable a prévalu, symbolisée par l'objectif de réduction du déficit de 3%, qui est désormais inatteignable. Les négociations ont certes débouché sur un compromis, mais c'est en réalité une victoire pour les États les plus libéraux, au premier rang desquels le Royaume-Uni et l'Allemagne. L'accord conclu lors du Conseil européen du 8 février dernier se traduit en effet par une diminution du budget de 36 milliards d'euros, soit une baisse de 5% par rapport à la période 2007-2013. Ce budget est le résultat de renoncements successifs. Sous la pression du Premier ministre britannique, qui souhaite, et je le dis dans cette Assemblée, l'échec de la construction européenne, le budget a été réduit de plusieurs dizaines de milliards d'euros lors des négociations. C'est bien en deçà de la proposition de budget élaborée par la Commission européenne, déjà peu ambitieuse. Pour la première fois de son histoire, l'Union européenne voit donc son budget diminuer. Cette décision est historique car elle signifie l'abandon de toute ambition d'une Europe politique. Elle exprime un manque de confiance dans la construction européenne. Le seul point d'accord a été la poursuite de l'austérité. Les chefs d'État et de gouvernement ont confirmé leur obsession de la rigueur budgétaire, une obsession qui l'a de nouveau emporté sur l'impératif de relance de la croissance, de la solidarité et de la justice sociale. Un tel cadre budgétaire pluriannuel est une véritable condamnation à un budget d'austérité pour 7 ans. Bien plus, il va condamner l'Europe à la récession économique et à la régression sociale. Le modèle allemand lui-même n'en sortira pas indemne. Il s'agit d'une telle absurdité économique que les principales formations politiques du Parlement européen ont exprimé conjointement leur opposition. La relance de l'économie européenne par l'investissement aurait dû guider les chefs d'État et de gouvernement. Une relance ne peut résulter que d'une stratégie européenne de croissance fondée sur quelques axes fondamentaux. L'investissement massif dans les projets d'infrastructure, dans la réindustrialisation de nos territoires, dans les énergies renouvelables et technologies de pointe. Au plus fort de la crise financière, je rappelle que les États européens ont su recapitaliser les banques à hauteur de 3 000 milliards d'euros. Ce budget s'inscrit dans la lignée du traité de la stabilité, la coordination et la gouvernance, qui a été conçu par Mme Merkel et M. Sarkozy. Nous avions donc raison de dire que TSCG
serait synonyme d'austérité pour les peuples. En dépit des déclarations du président de la République, qui disait vouloir réorienter l'Europe vers la croissance, l'Union européenne n'a pas dévié de son credo libéral de réduction des dépenses et des déficits. Cette politique, je l'ai dit, est une impasse. Comment peut-on espérer réduire la dette sans restaurer la croissance? La stratégie Europe 2020 de mars 2010 avait fixé un certain nombre d'objectifs précis. Taux d'emploi à 75% pour les femmes et les hommes d'ici 2020. Réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre. Investissement public dans la recherche à hauteur de 3% du PIB européen. Aussi limité soit-il, ils ne pourront être atteints dans le cadre de ce budget d'austérité. Le cadre financier pluriannuel de l'Union européenne impose un certain nombre de coupes budgétaires qui sont à nos yeux inacceptables. Nous sommes, nous, partisans d'une Europe de la croissance, d'une Europe moderne et une Europe sociale. Nous avons défendu aux côtés des associations comme les Restos du Cœur, la Croix-Rouge ou le Secours populaire le maintien du programme alimentaire européen pour les plus démunis. 18 millions d'Européens dans le besoin en dépendent. Cette revendication portée par l'ensemble des tendances politiques, il faut bien le reconnaître, a permis in extremis de sauver le dispositif. Mais j'aurais toutefois la baisse drastique des crédits. Son enveloppe passe de 3,5 milliards à 2,5 milliards, alors que l'aide alimentaire serait élargie aux 25 pays de l'Union européenne contre 17 actuellement. L'Europe ne doit pas, et encore moins en période de crise, oublier les citoyens dans la précarité, menacés de sombrer dans la pauvreté. Par ailleurs, la diminution drastique des fonds de cohésion et de solidarité illustre le triomphe des égoïsmes nationaux. Ce budget a été amputé de près de 30 milliards d'euros par rapport à la période 2007-2013. C'est inacceptable car l'objectif essentiel de réduction des disparités régionales en Europe est menacé. Nous refusons que l'Europe se construise sur la concurrence entre les peuples et les territoires. Le budget de la politique agricole commune a été également réduit de 47 milliards d'euros sous la pression des États comme le Royaume-Uni et l'Allemagne. Si une réforme de ce dispositif est nécessaire, il n'en reste pas moins que la réduction des crédits est source d'inquiétude pour le monde agricole. Enfin, le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, censé amortir le choc des plans sociaux que nous connaissons actuellement, diminue de 70%. C'est 350 millions d'euros en moins pour les salariés victimes du libéralisme effréné et la course à la rentabilité. Globalement, les partisans d'une Europe ultralibérale repliée sur l'intérêt national ont triomphé à l'issue de ces négociations. La réorientation de l'Europe en faveur de la croissance et de l'investissement n'a pas eu lieu. Et je regrette de dire que le gouvernement, le président de la République, ont été impuissants face justement à la toute-puissance des libéraux que sont les gouvernements allemands et le gouvernement britannique. Les députés du Front de gauche appellent de leur vœu un profond changement des orientations européennes. Il est urgent de renouer avec de grands projets industriels mobilisant les compétences et la contribution de l'ensemble des États membres, tels que Airbus. Le démantèlement de la sidérurgie européenne, secteur au fondement de la révolution industrielle européenne, appelle des réponses énergiques pour refaire de l'Europe un acteur majeur de la politique industrielle. Concernant les investissements d'avenir, nous appelons à un effort particulier en faveur de la recherche et de l'innovation, notamment dans la transition écologique et énergétique. C'est une source majeure de croissance et d'emploi. Par ailleurs, face à des défiances toujours plus grandes des citoyens envers l'Europe, il convient de mettre en œuvre des moyens nécessaires au renforcement de l'identité européenne, au soutien à la jeunesse et aux associations. Ainsi, nous rappelons notre attachement à une augmentation des crédits pour le nouveau programme en matière d'éducation, de formation, de jeunesse et de sport intitulé Erasmus pour tous, de manière à permettre à ce programme, qui contribue à forger la conscience européenne et à préparer l'avenir, d'être pleinement efficace. Comme je suis attaché, ainsi que les députés communistes du Front de gauche, à le démontrer, le budget de l'Union européenne pour la période 2014-2020, marqué du sceau de l'austérité, ne permettra pas à l'Europe de sortir de la crise. Il ne permettra pas à l'Europe de redevenir un espace de progrès et de solidarité entre les peuples. Le Parlement européen aura bientôt à se prononcer sur ce projet, sur ce budget. Les députés communistes du Front de gauche souhaitent que les parlementaires européens maintiennent leur opposition constructive pour qu'un projet plus ambitieux voie le jour. Nous appelons dès maintenant le gouvernement à s'engager dans cette bataille vitale pour préserver le rêve européen.